Très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre magazine Une vie, une histoire sur groupe AFI Télévision. Je suis Afi Kreti pour vous le présenter. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous une dame. Elle est activiste, directrice générale de la société Zani et responsable de la structure Ma Voisine. Il s'agit bel et bien de Emmanuela Nzadi qui est mon invitée du jour. Emmanuela Nzadi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va très bien, merci. Bienvenue dans cette émission. Merci, avec plaisir. C'est comme je l'ai dit en introduisant, vous êtes activiste. Si jeune, c'est quand même osé, hein, Emmanuela? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour devenir activiste. Tant qu'on est dans un monde qui bafoue les droits de certaines personnes, il n'y a pas d'âge. Donc tout le monde peut devenir pour défendre les causes qui leur portent bien à cœur. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé encore? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'être, à le devenir? Personnellement, c'est parce que moi je ne deviens pas seulement activiste par rapport à ce qui moi m'est arrivé dans la vie, mais parce que je ne veux pas voir ce qui m'est arrivé dans la vie chez d'autres jeunes filles, chez d'autres femmes. Et donc je dois me battre au quotidien pour qu'elles ne puissent pas revivre ces moments que moi j'ai vécu, qui ne m'ont pas plu et qui ne m'ont pas permis par exemple à m'épanouir correctement dans mon adolescence. Et aujourd'hui, c'est ce que je jette vraiment toute ma passion dessus pour que les filles, surtout les jeunes filles en RDC, puissent développer et faire progresser leurs compétences, leurs droits et leurs opportunités pour devenir des leaders en RDC. Je vous ai entendu parler de ce qui m'est arrivé. C'est vrai qu'on ne va pas s'éternir là-dessus, mais au moins c'est possible de nous expliquer ce qui vous est arrivé. Comme plusieurs femmes, comme plusieurs jeunes filles, j'ai été victime de viol. Et donc ça n'a pas été facile pour moi de vivre cet instant. Mais heureusement, aujourd'hui, je m'en suis sortie. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est travailler pour que d'autres femmes, d'autres jeunes filles puissent s'en sortir et développer leur potentiel et s'épanouir dans la vie. C'est vrai que s'en sortir n'a pas été facile pour vous. Comment avez-vous fait? Je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord des solutions qui sont assez universelles. C'est d'abord la prise en charge de personnes qui ont été victimes de violences. Et la prise en charge aide à ce que les gens puissent être dans une position où elles peuvent être en mesure de pouvoir s'en sortir par rapport à cette violence. Parce qu'il y a un coût, il y a un impact qui vient après. Il y a par exemple les enfants qui ont été victimes, les personnes qui ont été victimes dans l'enfance, elles ont un impact assez grave avec des conséquences assez graves sur l'âge adulte. Il peut s'agir de consommation de drogue ou de maladies d'alcool et autres. Voilà, des maladies assez graves comme les cancers, comme les diabètes et j'en passe. Mais sur le plan psychologique, sur la question de santé mentale, c'est encore beaucoup plus grave parce que si on n'a pas un mental qui nous permet, une psychologie qui doit faire ce que on puisse rester vraiment constant, on peut sombrer facilement et devenir dépressif. Alors que notre pays n'a pas forcément besoin de personnes dépressives, on a besoin de travailler sur cet aspect des choses pour que les gens puissent s'épanouir et qu'ils donnent le meilleur d'eux. Et qu'est-ce qui vous a poussé, Emmanuela, à pouvoir créer votre structure Ma Voisine? Pourquoi Ma Voisine d'abord? Pourquoi Ma Voisine? Donc, nous sommes africains et dans notre société, on a la solidarité qui est quelque chose de commun. Et Ma Voisine, c'est un peu la solidarité. Et c'est Ma Voisine, celle chez qui tu peux aller demander du sel quand tu n'en as pas chez toi. Auprès de qui aussi tu peux te confier. Exactement. Donc, c'est Ma Voisine. La structure est créée pour apporter du soutien nécessaire aux jeunes filles qui en ont besoin. Donc c'est les filles qui vont apporter du soutien à d'autres filles qui en ont besoin et qui veulent à ce qu'elles puissent s'épanouir, qui veulent à ce qu'elles puissent développer leur plein potentiel, justement pour arriver au développement de notre pays. Puisqu'on sait que les filles offrent quand même beaucoup d'opportunités et elles ont vraiment des compétences
qui peuvent profiter au développement du pays. Elle existe depuis combien de temps, combien d'années déjà, la structure? La structure existe depuis 2017 et nous sommes en train de travailler assez dur pour mettre en place certains projets de coopération communautaire. Donc, nous travaillons sur l'organisation communautaire, nous sommes dans la justice, nous sommes dans la santé sexuelle et de reproduction, nous sommes également dans la violence basée sur le genre, mais pour tout couronner, nous sommes dans le plaidoyer. En tant qu'activiste de violences basées sur le genre, quelle lecture faites-vous de ces violences ici en RDC? C'est vrai qu'il y a 10 ans, les violences étaient extrêmement graves. Je ne dis pas qu'elles ne sont plus graves. Les chiffres, et c'est l'année en 2010, l'année à laquelle la RDC a été proclamée capitale mondiale du viol, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu 2 évolutions, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont donné du sien pour que ces questions de violence puissent d'abord pour ces qualificatifs, mais également il y a cette culture de silence qu'il y avait dans le temps, qui est en train de se réduire, qui pourrait justement donner un peu d'espoir. Parce qu'avant, on violait, mais les femmes ou les personnes préjudiciées n'étaient pas en mesure de parler. Aujourd'hui, nous avons des activistes, nous avons des femmes qui se sont levées, des hommes qui se sont levés pour que la culture de viol puisse cesser, à l'exemple du docteur Denise Mukwege. Donc, les silences qu'il y avait dans le temps n'est plus le même silence aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a la violence, mais au moins il y a cette évolution les victimes arrivent à briser les silences. Elles arrivent à parler, mais il y a quand même énormément d'efforts encore à fournir à ce stade. Mais c'est pas quand même facile parce que dans notre société, une victime de différentes violences, où on prend le cas du viol, est mal perçue après. Elle se retrouve peut-être rejetée par ses proches, par sa famille. Comment faire? C'est un grand problème, Emmanuela. Oui, ça c'est notre culture, ça c'est notre société qui veut que tout le monde aille à ce courant-là. Nous vivons dans une société assez patriarcale et donc ma voisine aussi, dans sa vision, veut faire à ce que les filles soient respectées, soient vues et entendues pour qu'elles deviennent beaucoup plus épanouies, que ce soit les femmes, que ce soit les filles. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je pense que nous vivons dans une société assez patriarcale, qui a beaucoup de stéréotypes, qui a beaucoup de condamnations. Mais pour moi, c'est vrai que notre culture, je dirais, c'est la source même, c'est la quintessence même d'une nation. Mais si à un moment donné, une culture ne favorise pas et discrimine une partie de la population, une culture, elle peut être revue par rapport à l'évolution de la société aujourd'hui. Donc oui, il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement de stigmatisation autour des violences et voilà pourquoi on demande à ce que les gens puissent briser le silence et ça devrait commencer dans la société par les personnes qui font la loi, c'est-à-dire les églises, c'est-à-dire les chefs coutumiers, les chefs religieux et les chefs coutumiers, pour que, par rapport à ça, on évalue qu'est-ce qui fait du mal et qu'est-ce qui ne le fait pas, pour qu'on trouve des solutions à ce problème-là. Mais aujourd'hui, ces questions de stéréotypes, ce sont des questions extrêmement difficiles à débattre parce que les cultures, les habitudes de société ou de communauté sont tellement différentes et ce n'est pas très facile de pouvoir ancrer une certaine évolution de mentalité. Mais moi, je continue à rester positive par rapport à ces changements qui peuvent s'opérer. Et qu'est-ce que ma voisine a déjà mis en marche pour pouvoir aider ces victimes de viol? C'est-à-dire que nous travaillons à mettre en place une prise en charge holistique. Principalement, ma voisine travaille avec les jeunes filles. Et nous, ce qu'on fait, c'est mettre en place cette prise en charge holistique, c'est-à-dire on fait une prise en charge psychologique d'abord avec les filles. C'est-à-dire cette prise en charge psychologique, étant donné que nous sommes en manque de professionnels par exemple, qui n'en a pas assez, nous, ce qu'on fait, c'est nous allons vers les personnes préjudiciées, les jeunes filles préjudiciées, très souvent dans des endroits les plus reculés où elles n'ont pas forcément la possibilité d'être entendues. Et nous allons dans ces endroits, on met en
en place un système de prise en charge collective, c'est-à-dire que chacune va se sentir très à l'aise. On va mettre dans un beau cadre. C'est un endroit sain, c'est un espace sain, ce qu'on appelle la maison de la jeune fille qui est mis en place par ma voisine. C'est un endroit sain où les filles peuvent venir s'exprimer et par rapport à ce qu'elles ressentent, on arrive forcément à trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple. Oui, la fois dernière, on organise souvent ces genres de conversations qu'on appelle le Mazungumzo ya Msichana. C'est des conversations de jeunes filles où les filles ont la possibilité de s'exprimer en écoutant les histoires des autres. C'est en même temps une thérapie collective. C'est en même temps une thérapie collective et ça permet à ce que nous, en tant qu'organisation, on puisse écouter, qu'on ne puisse pas proposer des solutions que nous, on pense que ce soit des solutions qui peuvent les arranger, mais que c'est elles-mêmes qui proposent des solutions. Il y a quelques mois, on a eu cette conversation dans un camp militaire, un CD, et 2 filles nous ont dit qu'elles avaient été victimes de viol parce qu'elles allaient très tard dans la nuit chercher des toilettes. Comment se soulager? Parce que dans le camp, il n'y avait pas de toilettes. Et nous, on leur a dit, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui doit être fait selon vous? La solution. Quelle est la solution? On nous a dit, bien évidemment, on a besoin de se sentir à l'aise, on a besoin de vivre en toute dignité et avoir un espace où on peut aller se soulager. Ne fût-ce que ça, c'est basique, mais c'est important, extrêmement, voire même nécessaire pour elles. Donc, elles nous ont dit, pour nous, c'est les toilettes proches de chez nous pour qu'on ne puisse plus aller dans la brousse et se faire attraper par des hommes cupides. Donc voilà, on leur a dit, nous on n'a pas forcément les moyens pour vous construire des toilettes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elles ont dit, faites tout ce que vous pouvez, mais nous ce qu'on va faire, notre contribution, étant donné que nous n'avons pas un pouvoir économique assez fort, nous ne pouvons pas vous donner de l'argent pour que vous puissiez nous aider à construire. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter notre contribution parce que nous, on a en matériel. C'est-à-dire, elles ont apporté du sable. Donc ce sont les filles qui proposent. Oui, elles ont apporté du sable, elles ont apporté des caillasses. Et nous, en ce moment, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut faire progresser avec, avec plusieurs partenaires, notamment la Fondation de la Première Dame. Comment est-ce qu'on peut faire progresser ce projet pour qu'il aille à bout. Donc voilà, il y a des filles qui ont réclamé, il y a des filles que j'ai rencontrées par exemple au Bandundu qui utilisaient par exemple du sable pour se protéger de règles. C'est une violence par rapport à elles-mêmes, c'est une question de santé publique et donc pour moi, j'estime qu'il est important de trouver des solutions pérennes, des solutions qui arrangent la population par rapport à ce problème de question de violence basée sur le genre. Parce que tout est universel, la question est universelle, elle peut attraper tout le monde à tout moment. Et donc, c'est important de ne pas isoler et que les politiques publiques s'emparent de cette question, non pas comme une option, mais vraiment comme une question transversale d'ordre public, d'ordre au premier degré, qui doit être une question d'actualité, voilà, qui doit être mise en exergue et que il faut vraiment faire des efforts par rapport à ça. Vous le faites seulement ici à Kinshasa ou dans toutes les différentes provinces de la RDC? Alors nous ne sommes pas encore dans toutes les provinces, mais nous sommes par exemple au Kivu, où on a commencé timidement encore jusque-là les conversations et j'espère que très prochainement on aura la possibilité de nous étendre un peu plus partout. Comment se passe l'intégration de ces filles? Je ne sais pas par intégration. Au sein de votre structure, comment se fait l'intégration des filles? C'est-à-dire que nous, Votre politique, à pouvoir les approcher pour les amener vers vous? C'est-à-dire que nous, on va vers elles. Donc, c'est-à-dire on n'attend pas que les filles viennent vers nous forcément. Donc il y a cette relation entre nous et les filles directement, puisque je ne peux pas parler de nous en tant que structure parce que c'est une structure des filles. Donc je ne sais pas quel est les qualificatifs qui lui convient le mieux, mais c'est-à-dire que nous, on approche, on va dans les communautés. Parce que nous, on a besoin de se rassurer du vrai problème. Et ce n'est pas nous qui proposons des solutions, c'est elles qui proposent des solutions que nous,
en tant qu'organisation, dont je vous ai parlé du plaidoyer, ce que nous on fait, on remonte en fait l'information au niveau des personnes, des autorités compétentes qui peuvent nous aider maintenant à mettre en place ce projet de corporation communautaire. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ces victimes? Je pense que oui. Pourquoi il ne devrait pas y en avoir? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines évolutions, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à la question, que ce soit dans les chefs coutumiers, les chefs religieux, dans les communautés. Mais je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas encore beaucoup d'efforts. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, mais je ne reste pas sur une note négative. Moi, je suis quand même plus positive. Et pour moi, la positivité aussi serait, comme on l'a si bien dit l'année dernière, c'est cette création du fonds de réparation pour les personnes préjudiciées. Là, c'est vrai, on parle de personnes préjudiciées en temps de conflit, des victimes en temps de conflit, mais il faut commencer quelque part. Et si on arrive à réparer les personnes qui ont non seulement une double peine d'être violées en temps de conflit, et avec ce conflit qui a tout chamboulé dans leur vie, leur a laissé sur les pavés sans rien du tout. Et moi je pense que... Les rêves brisés. Oui, les rêves brisés. Il y a en fait, l'argent qu'on demande pour la réparation, c'est un symbole. Ce n'est pas forcément l'argent qui va remettre en vie ces femmes et ces enfants, ces jeunes filles qui sont décédées de suite de violences sexuelles. Ça ne remettra pas ces personnes-là. L'argent qu'on demande, ça ne repérera pas tous les préjudices. Mais c'est une option d'espoir pour voir qu'il y a tout un peuple, toute une nation qui se focalise sur cette question-là et qui veut apporter son soutien. Alors parlez-nous de votre société. En quoi consiste-t-elle? Alors c'est une entreprise sociale qui propose des solutions innovantes, respectueuses de l'environnement et saines pour les femmes et pour les jeunes filles. Donc ça veut dire qu'on met en place un produit pour comment je dirais... L'hygiène? Oui, pour la précarité menstruelle. Okay. On met en place un produit pour contrer cette précarité, cette pauvreté menstruelle, qui est d'ailleurs une question de santé publique, de santé sexuelle et de reproduction. Et d'ailleurs même, l'une des choses les plus importantes, parce qu'une femme a ses règles chaque mois. Donc c'est une question de société également, d'hygiène féminine. Et nous, on confectionne des serviettes hygiéniques réutilisables. En pagne, en tissu? Oui, en tissu. C'est des serviettes lavables qui sont ni teintes, ni blanchies, sans adhésifs, sans produits chimiques. Ce sont des serviettes biologiques faites vraiment... pour respecter l'humain, pour respecter l'homme et la nature, et qui sont biodégradables. Qui sont 3 fois d'ailleurs plus absorbants que les serviettes vendues en supermarché, et qui donnent quand même une certaine... La personne se sent à l'aise? À l'aise, oui, vous vous sentez à l'aise. Et ce qui est bien, c'est que c'est fait en RDC. Donc c'est un produit congolais. Et voilà. Et comment est perçu cela dans le fief des femmes? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas la seule à pouvoir concevoir ce genre de serviettes lavables quand même, parce qu'on en voit peut-être dans d'autres boutiques ici sur la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Alors notre particularité, c'est que je ne sais pas, je n'ai peut-être pas encore vu les autres serviettes lavables, mais c'est que nous, avec notre serviette, vous pouvez l'utiliser plus de 12 mois. C'est conçu vraiment... La pièce? C'est-à-dire plus de 12 mois, c'est-à-dire que nous, on a 4 serviettes dans un paquet qui peut être utilisé plus de 12 mois. C'est-à-dire que vous économisez. Donc, en termes d'argent, de temps, vous contribuez à l'environnement, vous ne contribuez pas à la pollution de l'environnement.
Et en plus, vous rendez, voilà, vous soutenez les développements économiques du pays par une jeune entreprise qui peut produire ces serviettes-là. Donc, et en plus, vous restez sain, vous restez en bonne santé. En bonne santé. C'est aussi important de pouvoir lancer un message à nos autorités qui vont suivre cette émission, parce que c'est important, c'est même ça le but principal de cette émission. Non seulement passer par là, parce que vous me l'aviez dit au début, avant de commencer l'émission, parce que c'était à huis clos, que vous n'aimeriez plus qu'on vous appelle survivante. Alors, moi je pense que aujourd'hui, c'est bien, le mot survivante, c'est juste pour décrire que la personne n'est plus dans la peau de la victime. Elle a quitté cette peau et donc elle a vraiment envie de vivre. Elle a vraiment envie de revivre encore une expérience éblouissante de la vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Même si, voilà, les termes victimes, c'est beaucoup plus utilisé dans les contextes juridiques. Mais dans un contexte psychologique, dans un contexte humain et social, les termes survivantes convient le mieux. Par ailleurs, il y a des étapes. Hein, il y a des étapes pour quitter aussi encore une fois de plus ces moments de survie pour un moment de victoire où vous vous sentez complètement épanoui, vous vous sentez complètement entendu, vu, respecté et que vous sentez que vous êtes dans un plein épanouissement qui peut vous permettre d'avancer et d'avoir une vie correcte. Mais même si je sais qu'aujourd'hui, quand vous avez déjà subi des violences, vous avez des préjudices, c'est vrai, les cicatrices, ça ne disparaît pas tout de suite. Donc, c'est un processus, c'est un temps, il faut prendre du temps, il faut faire des expériences nouvelles. Et moi, je pense qu'il nous faut aussi quand même beaucoup de professionnels de la santé mentale pour aider les personnes à pouvoir faire cette transition-là. Emmanuela, je veux que vous puissiez vous adresser à cette personne, cette femme, cette jeune fille, cette fille qui est peut-être passée par là, qui se sent délaissée, qui ne sait pas par où commencer. J'aimerais que vous puissiez vous adresser à cœur ouvert, que vous puissiez vous parler à cette femme avec votre cœur. C'est important, Emmanuela. Je pense que mon cœur, elles les ont déjà. Parce que c'est pour elles que je me bats. C'est pour elles que j'ai j'irai partout pour elles. Je ferai tout. Je descendrai, je monterai, je plaiderai pour elles. Et donc, je voudrais qu'elles sentent qu'elle n'est pas seule. Qu'il y a des gens qui sont là. Moi, je suis là pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de vous recueillir, vous avez vraiment besoin d'une communauté qui puisse vous soutenir, qui vous comprenne, qui ne vous jugera pas, alors venez, on est là. Et ne pensez pas que vous êtes seul à vivre ça. Ne vous sentez pas seul, venez, on est là. On a tous vécu ça, on peut s'entraider, on peut être ensemble. Et ne vous fiez pas à la société qui vous dit que vous êtes perdu, que vous ne valez plus rien. Je ne sais pas quoi dire, vous valez énormément. Et donc, quelle expérience de violence, même si ignoble qu'elle est, ne vous fasse pas sentir que vous êtes une moins-personne, une sous-personne. Vous êtes valable et vous avez plein de potentiel. Venez, si vous avez besoin d'aide, on va vous aider et vous allez continuer votre vie comme moi je continuais ma vie. Je suis un exemple vivant de tout cela et regardez-moi, regardez autour de vous et vous allez voir qu'il y a de la beauté même parfois dans le malheur, il y a vraiment de la beauté parfois. Mais je ne dis pas que ce serait un malheur où on doit dire qu'il y a vraiment de la beauté. Il y a des violences qui sont subies et on est là pour vous aider. Comment vous trouvez? Où vous trouvez? Comment entrer en contact avec Emmanuela Nzadi? Alors, sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit par appel, moi je suis toujours disponible et notre organisation est toujours disponible pour accueillir les jeunes filles
Et voilà, allez sur Facebook, tapez ma voisine, écrivez-nous. Il y a un numéro de contact qui est là. Allez partout où vous voulez, vous pouvez me trouver. Et voilà. Emmanuela, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce magazine Une vie, une histoire qui avait reçu pour vous Emmanuela Nzadi, activiste de violences basées sur le genre, responsable de la structure Ma Voisine et directrice générale de la société Zani. C'était avec elle que nous avions eu le temps de s'entretenir. Je dis merci également à cette grande marque qui m'a habillée, la marque JN Design. Vous pouvez apercevoir voilà, cette très belle robe qui me va à merveille. Merci beaucoup à JN Design. Merci aussi à ma maquilleuse de luxe. Là, je vois Christian Makeup. Sans oublier aussi les héros dans l'ombre, mon équipe technique. Il y a Didier Moquet, il y a Ernest Lutumba et les restes, je garde encore dans le secret. Du moins, restez branchés sur toutes nos différentes pages, Facebook, YouTube, chaîne YouTube, groupe AFI Télévision pour ne manquer aucun de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve au tout prochain numéro. Bye bye.